This is Audible. L'autodiscipline quotidienne. Habitudes et exercices quotidiens pour développer l'autodiscipline et atteindre tes objectifs par Martin Meadows. Prologue. Je n'ai pas toujours été une personne disciplinée. Dans le passé, je ne pouvais même pas me plier aux routines les plus simples. J'avais une alimentation malsaine, je faisais peu d'exercices, j'étais donc en surpoids, et je n'avais pas la discipline nécessaire pour m'engager dans un processus de changement. Aujourd'hui, je respecte une routine stricte. Je suis matinal, je vais à la salle de sport 3 fois par semaine et je pratique régulièrement plusieurs autres sports comme le tennis, le cyclisme et la natation. Je maintiens une alimentation saine et travaille constamment à de nouveaux objectifs stimulants pour devenir une meilleure personne. Il m'a fallu des années avant que je comprenne enfin ce qu'est la discipline et comment la mettre en place dans ma situation. Maintenant, j'aimerais partager ce que j'ai appris avec toi. Dans mon premier livre sur l'autodiscipline, Comment développer l'autodiscipline, résiste aux tentations et atteint tes objectifs à long terme, j'aborde le sujet du renforcement de l'autodiscipline du point de vue du développement de la maîtrise impulsive de soi. Dans ce livre, tu vas apprendre les trucs et astuces pour développer une autodiscipline quotidienne à long terme plutôt que la simple volonté dans une situation donnée. Alors que Comment développer l'autodiscipline est plus axé sur les techniques pour traiter des problèmes spécifiques, l'autodiscipline quotidienne s'affaire sur l'ambition de devenir une personne plus disciplinée chaque jour en utilisant avec succès cette compétence dans le développement personnel. En plus de discuter de conseils pour t'aider à développer ton autodiscipline, nous discuterons de diverses manières de devenir une personne plus forte mentalement. Si tu as du mal à persévérer lorsque tu rencontres des obstacles ou si tu as l'impression de manquer de volonté pour continuer lorsque tu n'as plus de motivation et que tu t'en sens gêné, l'autodiscipline quotidienne est pour toi. Comme dans tous mes livres, je passe peu de temps à discuter de la théorie, mais je partage plutôt avec toi des exercices pratiques que tu peux appliquer dans ta vie. Considère ce livre comme un menu dans lequel tu peux choisir différentes techniques pour voir laquelle te convient le mieux et laquelle produit les meilleurs résultats. Chaque chapitre est résumé pour t'aider à synthétiser et à te rappeler ce que tu viens de lire, afin d'avoir toujours à disposition la possibilité de te remémorer ce dont tu as besoin en revenant sur une section. Pour éviter de répéter les clauses de non-responsabilité tout au long du livre, je te demande de faire preuve de prudence chaque fois que tu suis mes conseils, en particulier ceux liés à ta santé. Je ne suis ni médecin, ni psychologue, ni prêtre, ni quelqu'un ayant des références formelles pour te dire ce que tu dois faire de ta vie. Je ne suis pas qualifié pour prendre des décisions à ta place ou te donner des conseils de santé, en particulier si tu souffres de maladies chroniques telles que le diabète, l'hypertension ou une maladie mentale de toute nature, y compris une dépression légère. Chapitre 1. Les clés fondamentales de l'autodiscipline. Aimerais-tu réussir quand tu fais un régime plutôt que d'être une personne de plus qui échoue? Aimerais-tu devenir un homme d'affaires prospère plutôt qu'un entrepreneur aspirant? Aimerais-tu être sur le devant de la scène plutôt qu'en coulisses? Tout commence par un engagement dans le processus et par la conviction inébranlable que ta stratégie va fonctionner. Suivre un régime est un parfait exemple du pouvoir de l'engagement. Dans un article écrit par Raina R. Wing et Susan Phelan,
les auteurs soulignent que malgré une perception générale que peu de personnes parviennent à maintenir leur perte de poids sur le long terme, les recherches montrent qu'environ 20% d'individus en surpoids qui réussissent sur le long terme perdent 10% de leur poids d'origine et maintiennent cette perte pendant au moins 1 an. Elle cite également l'exemple des membres du National Weight Control Registry qui ont perdu en moyenne 33 kilos et ont maintenu cette perte pendant plus de 5 ans. Leur secret? L'engagement. Ces personnes ont déclaré faire une activité physique intense, en moyenne au moins 1 heure par jour, suivre un régime alimentaire hypocalorique, surveiller leur poids et maintenir un régime alimentaire strict pendant les jours de semaine et les week-ends. Il n'y avait rien de magique dans leur régime. Comme les auteurs du document le soulignent, après que ces individus ont maintenu avec succès leur perte de poids pendant 2 à 5 ans, les chances de succès à long terme sont considérablement accrues. Que se passe-t-il durant ces 2 à 5 années qui rend le succès plus probable? C'est le moment où tu développes l'autodiscipline à long terme qui est le résultat d'une stratégie appliquée jour après jour. Quand j'avais 21 ans, j'avais 13 kilos en trop. Quand j'ai finalement réalisé que ça ne pouvait pas durer, j'ai choisi un régime qui me convenait. C'était le régime sucre lent de Tim Ferriss et je m'y suis tenu pendant plusieurs mois. C'était la première fois que j'essayais de perdre du poids. J'ai appris les directives et les ai suivies à la lettre, y compris le cheat day obligatoire à la fin de chaque semaine, et attention, je l'ai pris au sérieux. Tu n'imagines pas la quantité de nourriture que j'avalais chaque cheat day, tout en perdant toujours du poids chaque semaine. Contrairement à la majorité des personnes qui suivent un régime, j'ai réussi tout de suite. Je n'ai pas eu besoin d'essayer plusieurs régimes différents. J'ai atteint mon objectif en environ 3 mois. Je n'ai jamais repris de poids. Tout comme les sujets de l'étude, le maintien d'un poids santé est devenu facile une fois que j'avais changé mes habitudes et que je m'y suis tenu. Pourquoi n'ai-je pas essayé des dizaines de régimes avant de perdre du poids? Parce que j'ai compris que l'important n'était pas le régime que tu suis, tant que ce n'est pas un régime alimentaire ridicule où tu ne manges qu'un seul aliment, mais que tu y adhères et crois en son efficacité. Du point de vue de la perte de poids, la clé n'est pas le régime alimentaire en lui-même. La clé est ta capacité à adhérer à un régime spécifique et à le suivre jusqu'à ce que tu atteignes ton objectif. J'ai également eu la chance de croire aveuglément que mon régime allait fonctionner. Je n'étais pas tenté d'essayer un autre régime. Ma certitude m'a assuré que je n'avais pas à sauter d'un régime à un autre pour atteindre mon objectif. Une chose cruciale à souligner ici est la croyance que mon régime fonctionnerait. Aurais-je la discipline et la détermination de continuer si je n'étais pas sûr de l'objectif final? J'en doute. Lorsque tu allies la conviction à l'engagement, tu obtiens l'association parfaite. Cette approche pour le régime peut être appliquée dans tous les autres domaines de la vie, en acceptant que ce n'est pas ce que tu fais, mais la façon constante de le faire, associée à une conviction inébranlable qui te permettront d'atteindre ton objectif. J'ai appliqué la même approche à la confiance en soi, à l'apprentissage des langues, au sport, à l'économie, à l'écriture et aux affaires. Le principe le plus important, l'engagement, est devenu une source cruciale de mon autodiscipline et de ma recette spéciale pour l'accomplissement. Cependant, l'engagement n'est pas toujours facile. En fait, dans la majorité des cas,
nous devons faire face aux doutes et aux obstacles plus d'une fois avant d'atteindre nos objectifs. Et c'est pourquoi nous devons apprendre à faire face à un autre grand A, l'adversité. Le meilleur ami ennemi de l'engagement, l'adversité. Tu n'as pas besoin d'autodiscipline quand les choses se passent bien. Après tout, qu'est-ce qui peut te tenter d'abandonner si tu gagnes? Peu de gens abandonnent un régime le premier jour ou arrêtent leur programme d'entraînement au milieu de la première séance. C'est seulement quand les choses deviennent plus difficiles, quand tu n'as plus la motivation initiale, que tu perds en discipline et en détermination. Les gens qui sont capables de faire face à l'adversité sont mieux préparés à vaincre leurs faiblesses et continuent malgré la tentation d'abandonner. Et comment arrives-tu à mieux gérer l'adversité? Tu l'introduis dans ta vie et tu en fais ton allié. Lorsque tu deviens plus à l'aise dans des circonstances défavorables, tu peux mieux les gérer. Le but de ce livre est de partager avec toi des habitudes et exercices pour développer ta force mentale et par conséquent ta capacité à t'épanouir même face à l'adversité. Ton autodiscipline s'intensifiera lorsque tu seras face à des situations déplaisantes et que tu les affronteras. Tu deviendras également plus déterminé et plus motivé, car le fait de franchir des obstacles et d'atteindre des objectifs malgré l'adversité t'enseignera la rage de vaincre. Exercice. Stimule ta motivation avec cette astuce simple. Il existe un vieil adage tiré des écrits de poètes soufis perses du XIe siècle. Il raconte l'histoire d'un roi puissant qui demande aux hommes sages de créer une bague qui lui remonte le moral quand il est triste. Les sages lui tendent un anneau avec les mots « Cela aussi passera » gravés dessus. Abraham Lincoln a incorporé l'histoire dans son discours devant le Wisconsin State Agricultural Society à Milwaukee le 30 septembre 1859. On dit qu'un monarque oriental a une fois chargé ses sages de lui inventer une phrase, d'être toujours en vue et qui devrait être vraie et appropriée dans tous les temps et toutes les situations. Ils lui ont présenté les mots « et cela aussi passera ». Combien elle exprime. Combien tempérante dans les moments de fierté. Combien consolante dans les profondeurs de l'affliction. Chaque fois que tu te sens découragé en essayant l'un des exercices ou l'une des habitudes décrites dans ce livre, utilise cette astuce simple pour rajuster tes perspectives. Que tu sois confronté à l'adversité parce que tu y es volontairement opposé, en te forçant à te réveiller à 6 heures du matin, ou en raison de circonstances imprévisibles, te rappeler que tout finit par passer est une astuce puissante pour t'aider à endurer la gêne. J'utilise régulièrement cette astuce pour rester concentré et quoi qu'il arrive, je me rappelle que c'est temporaire et que la roue finit toujours par tourner. Cela semble simpliste, mais ça marche. Essaie. Comment construire une conviction inébranlable en la réussite? Bien que tu ne puisses jamais savoir à 100% que tu atteindras tes objectifs, le doute est toujours là, même s'il n'est jamais exprimé, tu peux prendre des mesures pour avoir plus confiance en toi et être plus discipliné. L'astuce consiste à regarder ce que les autres ont fait pour atteindre le même but et les imiter. En suivant une stratégie qui a fonctionné pour quelqu'un d'autre, tu te débarrasseras de beaucoup d'incertitudes qui surviennent lorsqu'on se trouve sur un chemin rarement parcouru. S'il existe
des centaines ou des milliers de personnes qui ont suivi une stratégie spécifique et qui ont réussi, rien ne t'empêche de réussir. Si ton objectif est de perdre du poids, choisis un régime dont tu pourras lire beaucoup de témoignages authentiques et voir des photos avant-après. Si tu veux monter une entreprise, apprends auprès d'entrepreneurs expérimentés qui ont aidé des centaines d'autres nouveaux entrepreneurs. Si tu veux acquérir une compétence difficile, apprends-la de quelqu'un qui a beaucoup d'expérience dans l'enseignement et idéalement, beaucoup d'expérience avec l'enseignement en général pour qu'elle puisse mieux comprendre ta situation. Une connaissance que tu apprends de quelqu'un qui a atteint le même objectif confortera ton idée car tu emprunteras un chemin déjà exploré au lieu d'errer sur une route inconnue. Lorsque tu associes cette conviction à l'engagement et à un état d'esprit approprié, cela aussi passera, tu auras les outils de base pour commencer à développer une détermination inébranlable pour persévérer, peu importe les circonstances. Toutes les idées partagées dans ce livre t'aideront à long terme. Le but est de booster ton autodiscipline de base et non de te donner un sentiment d'autocontrôle temporaire parce que tu as surmonté une petite tentation. Ces clés fondamentales à l'esprit, passons à des exercices et d'habitudes plus spécifiques que tu pourras introduire dans ta vie pour développer ta propre discipline. Garde à l'esprit que l'objectif de ces exercices est la découverte de soi, t'aider à trouver ce qui fonctionne ou ne fonctionne pas pour toi en termes de renforcement de l'autodiscipline. Les clés fondamentales de l'autodiscipline, récapitulatif. 1. Les clés fondamentales de l'autodiscipline sont l'engagement, adhérer à une stratégie spécifique jusqu'à ce que tu atteignes ton objectif, et la conviction que ta stratégie à long terme va fonctionner. 2. Tu n'as pas besoin d'autodiscipline quand les choses se passent bien. C'est seulement quand les stratégies chancellent que tu es tenté d'abandonner. Par conséquent, tu dois t'entraîner à gérer l'adversité. La meilleure façon de devenir plus apte à faire face à des circonstances défavorables est de s'impliquer délibérément, ce dont il est question dans ce livre. 3. Chaque fois que tu sens que l'adversité est trop difficile à gérer, rappelle-toi que cela aussi passera. Chaque défi de la vie est temporaire et tu peux gérer davantage que tu ne le penses si tu te rappelles que les choses finiront inévitablement par aller mieux. 4. Tu dois avoir une conviction inébranlable en ta stratégie pour faciliter l'engagement. Idéalement, suis les conseils experts venant d'une personne aguerrie qui a beaucoup d'expérience dans le monde réel. Par exemple, lorsque tu veux perdre du poids, choisis un régime qui a fait maigrir des milliers de personnes. S'il s'agit de monter une entreprise, inspire-toi de l'idée d'un entrepreneur à succès, de préférence dans l'industrie qui t'intéresse. Lorsque tu apprends une nouvelle compétence, adopte la stratégie d'action établie par un enseignant expérimenté. Chapitre 2. Dans la vie, l'excellence physique mène à la maîtrise. Peu de gens sont de meilleurs exemples d'autodiscipline et d'engagement que les athlètes professionnels. Ce qu'une personne lambda voit lorsqu'elle regarde un sportif de haut niveau comme un joueur de tennis de renommée, ce sont ses capacités qui semblent naturelles, faciles. Elle en conclut « il est né comme ça, il a un don ». Elle ne peut pas être plus loin de la vérité. Ce qu'elle voit est un événement, l'acte de gagner.
Ce qu'elle ne voit pas, ce sont des milliers d'heures d'entraînement, son corps endolori, ses matchs perdus et tout ce qui a contribué à faire de lui le joueur de tennis qu'il est aujourd'hui. Il n'est pas né avec ses capacités, ce qui vaut pour tous. C'est le résultat d'un long processus qui requiert des années ou des décennies de pratique et non des jours ou des semaines. Une partie de la réussite pourrait avoir un rapport avec son talent inné, des forces physiques comme une excellente coordination œil-main. Cependant, si ce n'était grâce à l'autodiscipline quotidienne qui exploite ses forces, il ne serait jamais devenu un joueur de tennis de classe mondiale. Travailler sur ton physique pour augmenter ta vitesse, ta force ou ta souplesse est une parfaite introduction à l'autodiscipline. Tu n'atteindras aucun de ces objectifs sans dévouement, sans mise en place d'une stratégie à long terme et sans détermination. Selon une recherche menée par Centers for Disease Control and Prevention, 34,9% des adultes américains sont obèses. En d'autres termes, on peut dire qu'une grande partie du monde occidental possède peu d'expérience sportive sur le long terme pour développer de fortes habitudes d'autodiscipline et de persévérance. Qu'à contraire, ces personnes ne seraient probablement pas obèses car le développement de ces traits génère des changements de style de vie permanents qui ne sont pas favorables à l'obésité. Charles Duhigg, auteur du livre Le pouvoir des habitudes, appelle l'activité physique régulière une habitude clé, capable d'introduire plusieurs habitudes plus positives comme effet secondaire du premier changement. Une étude menée par Stephen N. Blair, David R. Jacobs et Kenneth E. Powell montre que l'activité physique régulière peut conduire à réduire la suralimentation, le tabagisme, la consommation d'alcool et la prise de risques. En ajoutant l'activité physique à ta routine quotidienne, tu peux développer ces habitudes secondaires positives presque automatiquement. Pour cette raison, l'excellence physique est un point essentiel pour une vie disciplinée. Je ne parle pas de devenir un athlète de renommée ou un être humain parfaitement sculpté, mais de travailler constamment pour ta santé et ta forme physique, conformément à tes capacités et à ta génétique, sans te comparer aux autres. Comme tu ne peux pas obtenir un corps musclé en seulement quelques mois, cette activité est parfaite à observer comme l'une de tes habitudes quotidiennes de développement d'autodiscipline. Lorsque tu adhères à une routine spécifique pendant des mois ou des années et que tu commences à voir les résultats, tu ne peux qu'apprendre à respecter le processus. C'est lorsque tu passes d'une vie orientée sur le résultat à une vie orientée sur le processus que se produit la magie. Comme M.J. DeMarco, auteur à succès de The Millionaire Fast Lane, Crack the Code to Wealth and Live Rich for a Lifetime, a écrit dans son livre « Le succès exige un exercice concentré sur le voyage et les outils de ce voyage, processus, par opposition à la destination, résultat. » Habitude. Suivre religieusement une stratégie d'entraînement. Aller à la salle de sport ou toute autre forme d'activité physique faite régulièrement est un bon indicateur de la discipline dont tu fais preuve. Une méta-analyse menée par Ryan Rhodes à l'Université de Victoria en Colombie-Britannique et Gert-Jan de Bruyn à l'Université d'Amsterdam montre que parmi les personnes qui prennent des résolutions de fin d'année liées au fitness, 46% d'entre elles abandonnent en juin. Les statistiques sur les abonnements en salle de sport par International Health,
Racket and Sports Club Association, montre des chiffres encore plus mauvais. 67% des personnes qui ont un abonnement en salle de sport ne les utilisent jamais. Les salles de sport génèrent plus de profits que les gens qui ne les utilisent pas qu'avec ceux qui les utilisent. Devinons à quel point ces gens sont disciplinés. Il y a deux aspects à considérer pour obtenir un physique idéal. Le premier est l'activité physique et le deuxième, sans doute le plus important, est de maintenir un régime alimentaire sain. L'activité physique régulière et une alimentation saine exigent une dose de discipline quotidienne. Lorsque tu suivras ces deux habitudes au quotidien, tu développeras une puissante source de discipline que tu pourras utiliser pour atteindre d'autres objectifs dans ta vie. Commençons par l'activité physique. Puisque ce n'est pas un livre de fitness, je ne vais pas te donner une stratégie précise à suivre. Tout comme il n'y a pas de stratégie parfaite pour suivre un régime, il n'y en a pas non plus pour l'activité physique. La seule exigence est d'introduire une sorte de système de suivi dans ton planning hebdomadaire et de t'y tenir. Par exemple, tu t'entraîneras en moyenne 1 heure par jour, quoi qu'il arrive. Ni le temps, ni la paresse, ni tes amis qui viennent passer le week-end ne t'empêcheront de faire ta session d'entraînement. Je suis friand de l'haltérophilie et autres types d'exercices anaérobiques qui peuvent renforcer les muscles et t'aider à atteindre un physique plus fort et avantageux. Et cela s'applique aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Mesdames, n'ayez pas peur, vous ne deviendrez pas corpulentes. L'exercice anaérobique est caractérisé par une courte durée, jusqu'à 2 minutes, d'activité à forte intensité qui entraîne une augmentation de la force, de la vitesse, de la puissance et de la masse musculaire. On peut nommer l'haltérophilie. Comme déjà mentionné, c'est probablement le meilleur choix pour la plupart des gens en raison de sa capacité à développer tout le corps dans une parfaite harmonie. Contrairement aux croyances populaires, l'haltérophilie ne consiste pas à développer d'énormes biceps, mais à développer un corps proportionnellement fort. Le sprint. En particulier, les sprints en côte, plus sûrs pour les articulations, plus efficaces pour la perte de graisse et beaucoup plus exigeants que les sprints réguliers sur le terrain plat. La natation. Lorsqu'on fait de courtes périodes d'activité intense au lieu d'un marathon d'1 heure. Le yoga. Il peut être une façon saine de développer un corps mince et harmonieux pour les deux sexes. Le maintien de poses désagréables est en soi un excellent exercice de renforcement de la discipline. La gymnastique, exercice de poids corporel. Elle peut être une bonne alternative à l'haltérophilie si tu tends constamment vers des exercices plus difficiles. Tous ces sports soutiennent la construction d'un corps équilibré, musclé et sain. Obtenir ces résultats est crucial dans le développement de ta discipline. Le progrès et la récompense vont alimenter tes efforts pour continuer malgré les difficultés, bien que, idéalement, une grande partie de ta motivation devrait venir de l'intérieur indépendamment des résultats. En plus de l'activité anaérobique, il est bon d'introduire de la diversité dans tes entraînements et d'effectuer aussi certaines activités aérobiques. Je ne le fais pas principalement pour les bienfaits sur la santé, qui sont évidemment importants, mais pour le plaisir et leur capacité à réduire le stress. Note simplement qu'il faut au moins 10 semaines d'exercice régulier pour expérimenter un changement important de ton niveau de stress. Tout est aussi lié à la discipline.
Un individu détendu a beaucoup plus de facilité à résister aux tentations et à respecter sa stratégie qu'une personne surmenée. Voici quelques idées d'exercices aérobiques qui sont très agréables et qui offrent des avantages incroyables pour la santé. Le cyclisme. Les longues sorties peuvent être exigeantes non seulement physiquement, mais aussi mentalement, ce qui en fait un sport parfait pour le développement de l'autodiscipline. La marche ou le footing. Simple, facile, pas cher, et l'ivresse du coureur est agréable. Le tennis. Sans doute l'un des sports les plus difficiles, nécessitant beaucoup d'autodiscipline pour maîtriser ne serait-ce que les bases. Le roller. Un exercice amusant qui donne l'impression de ne pas faire d'exercice. La natation. Quand elle n'est pas pratiquée en courte période d'activité intense. Un des meilleurs types d'activités pour les personnes obèses, la natation est plus douce pour les articulations que par exemple le jogging. Les arts martiaux. Un aspect énorme des arts martiaux est le développement mental, ce qui en fait un exercice holistique parfait. Comment ne jamais abandonner ton programme d'entraînement? Les 5 raisons les plus courantes pour lesquelles les gens abandonnent leur programme d'entraînement et perdent par la suite leur autodiscipline sont: Numéro 1. Le mauvais type de motivation. Il y a 2 types de motivation, interne et externe. Dennis Kuhn, auteur de best-sellers dans le domaine de la psychologie, définit la motivation interne, aussi connue sous le nom de motivation intrinsèque, comme quelque chose qui se produit quand nous agissons sans récompenses externes évidentes. Nous apprécions simplement une activité ou la voyons comme une opportunité d'explorer, d'apprendre et d'actualiser nos potentiels. La motivation externe, aussi connue sous le nom de motivation extrinsèque, est définie par les psychologues sportifs Peter Terry et Kostas Karageorgis comme une motivation qui peut provenir de l'extérieur, comme gagner des médailles, recevoir des récompenses financières et attirer l'attention des médias. C'est ce qu'on appelle une motivation externe ou extrinsèque, car elle implique la participation au sport pour une sorte de récompense extérieure au processus de participation. Le type de motivation dont tu as besoin pour adhérer à ton programme d'entraînement et développer ton autodiscipline est la motivation intrinsèque. Tout comme tu ne devrais pas développer ton autodiscipline uniquement parce que tu veux impressionner quelqu'un, tu ne devrais pas aller à la salle de sport seulement parce que tu penses que quelqu'un te félicitera ou t'admirera pour cela. Si tu t'entraînes principalement parce que tu t'attends à une certaine récompense et que tu en tires peu ou pas du tout de plaisir personnel, reconsidère ta motivation. Tu développes ton autodiscipline quand tu continues à faire quelque chose simplement parce que cela t'aide à exploiter ton plein potentiel et non parce que cela te met en valeur aux yeux des autres ou t'offre des récompenses. Si tu ne parviens pas à trouver une motivation intrinsèque, essaie un sport différent, plus agréable, qui t'encouragera à explorer, apprendre ou actualiser ton potentiel. Dans tous les cas, si tu le détestes, tu ne le feras pas à long terme. À ce propos, la deuxième raison est, numéro 2, le manque de plaisir. Avoir beaucoup de discipline, c'est fantastique, mais cela ne signifie pas que tu dois toujours choisir des choses que tu n'aimes pas. Ne pas confondre avec faire des choses qui sont désagréables dans un but de développement. En 1997, des chercheurs de l'Université de Rochester et de l'Université du Sud de l'Utah ont mené une étude sur la motivation intrinsèque
et l'observance de l'exercice. Un groupe de personnes a participé à des cours de taekwondo, tandis que l'autre groupe a suivi des cours d'aérobic. Le premier groupe avait une meilleure observance que le second parce que les personnes se concentraient sur le plaisir, la compétence et l'interaction sociale. En d'autres termes, elles ont choisi de participer à un type de cours de fitness qu'elles aimaient et non un cours qui visait spécifiquement à les aider à atteindre leurs objectifs de fitness. Les deux choix auraient pu être tout aussi désagréables pour elles si elles n'étaient pas habituées à un exercice physique régulier, mais c'était le taekwondo qu'elles appréciaient davantage. Et c'est la même approche que tu devrais suivre lorsque tu mets en place des changements désagréables, comme faire plus d'exercices ou changer ton régime alimentaire. Si tu n'aimes pas ton plan d'entraînement, change-le. Essaie de choisir au moins un exercice de chaque type, anaérobie et aérobie. Si tu vas dans une salle de sport, personne ne dit que tu dois utiliser telle ou telle machine. Il existe plusieurs façons d'atteindre les mêmes objectifs, bien qu'une approche simple avec des poids libres soit généralement la plus optimale. Si je recommande des exercices aérobiques, cela ne signifie pas que tu dois aller à un cours à ta salle de sport. En fait, je suis contre, parce que je ne peux pas imaginer une façon plus ennuyeuse de faire de l'exercice que de passer 1 heure dans une pièce à faire des sauts et d'autres exercices cauchemardesques dont je me souviens dans mes cours d'EPS. Amuse-toi quand tu bouges. Joue au tennis avec un ami. Fais un footing avec ton chien. Du vélo et explore ton environnement. Fais un tour en kayak avec un groupe d'amis. Moins cela ressemblement à un entraînement, plus il sera facile de l'intégrer de manière permanente dans ta vie. Numéro 3. Le manque de soutien. Il est agréable d'avoir assez d'autodiscipline pour atteindre ses objectifs sans avoir à demander de l'aide des autres. Cependant, cela ne signifie pas que c'est la meilleure façon de faire. En fait, le soutien d'autres personnes peut souvent contribuer ou nuire à tes résolutions. Une étude menée par Brandon C. Irwin à l'Université d'État du Michigan et ses collègues montre que l'entraînement avec un partenaire améliore les performances sur les exercices aérobiques. Une étude différente menée par les mêmes chercheurs suggère que travailler avec un partenaire légèrement meilleur que soi rend les individus plus persistants. Cela est dû à l'effet Kohler, un phénomène selon lequel une personne travaille plus dur en tant que membre d'un groupe que lorsqu'elle travaille seule. Si tu peux travailler plus dur et développer une meilleure discipline en travaillant en groupe, pourquoi ne pas en profiter et obtenir du soutien? Numéro 4. Des attentes inappropriées. L'activité physique régulière améliore ton autodiscipline en t'apprenant 2 choses. Comment adhérer à une stratégie spécifique et comment être patient en attendant les résultats. Cependant, si tu commences ton programme d'entraînement avec les mauvaises attentes, il est probable que tu abandonnes avant d'améliorer ton endurance mentale. En raison du phénomène du syndrome des faux espoirs, faire de fréquentes tentatives d'auto-changement tout en déterminant des attentes irréalistes quant à la vitesse, la quantité, la facilité et les conséquences, tu risques de te fixer des objectifs irréalistes et d'attendre des résultats peu réalisables dans le temps imparti. Pour éviter le découragement, recherche les résultats auxquels tu peux t'attendre de façon réaliste et définis-les comme objectifs. En construisant l'autodiscipline, les petites victoires sont plus importantes que de viser les étoiles et de ne même pas atterrir sur la Lune.
Numéro 5. Un manque de temps. Un manque de temps est généralement la raison la moins légitime pour abandonner un programme d'entraînement, car cela cache un autre genre de problème. Si tu ne peux pas trouver le temps de prendre soin de ton corps, alors le problème n'est pas ton manque de temps, mais ton manque de priorité. Peu de gens seraient en désaccord sur le fait que la santé est la chose la plus importante dans la vie, mais leur vie ne reflète pas cela. Dans ce cas, tu as besoin de discipline pour identifier tes valeurs et, plus important encore, concevoir ta vie de manière qu'elle les reflète. Si la santé est l'une de tes principales valeurs dans la vie, et elle devrait l'être car tout le reste importe peu si tu ne te sens pas bien, sacrifie l'une de tes valeurs inférieures. Par exemple, gravir les échelons. Pour te donner un exemple vécu, j'ai plusieurs règles concernant les types d'entreprises que je peux gérer. Par exemple, j'évite délibérément d'embaucher des employés à temps plein car les avantages d'une augmentation de gains potentiels sont inférieurs aux inconvénients pour la santé. Cela génère beaucoup de stress. Je pourrais probablement gagner plus d'argent en agissant contre mes principes. La plupart des entrepreneurs conviennent que tu peux accomplir beaucoup plus si tu as une équipe d'employés à temps plein. Mais ma santé est plus importante que la richesse matérielle, donc je suis plus à l'aise avec ce compromis. Quel genre de compromis as-tu fait dans ta vie et reflète-t-il tes propres valeurs? Est-ce que tu valorises la famille et la santé plus que ta carrière, mais passes 60 heures par semaine à travailler sans véritable stratégie pour réduire ta charge de travail? Il est peut-être temps de déterminer comment changer le ratio temps, travail, famille. Si tu évites ces 5 raisons, les plus courantes, tu auras beaucoup plus de facilité à suivre ta routine d'entraînement et par conséquent à développer une autodiscipline durable. N'oublie pas cependant que tous ces problèmes sont là pour t'aider à devenir plus fort. C'est ton travail de les comprendre, non pas de les utiliser comme excuse pour abandonner. Mission secondaire. Gagne contre toi-même. Tu développes la volonté principalement quand tu n'as pas envie de faire quelque chose, mais que tu le fais quand même. Dans le cas d'un entraînement, cela signifie d'aller à la salle et de soulever des poids, ou faire ta routine de sprint, nage de forte intensité, malgré un manque d'énergie ou de motivation. Si un jour je me sens fatigué, faible et généralement peu disposé pour une séance d'entraînement, je me rappelle que c'est la journée d'entraînement la plus importante pour moi. C'est à ce moment que ma discipline est vraiment mise à l'épreuve et qu'elle se renforce si je gagne contre mes faiblesses. Si tu peux effectuer une séance d'entraînement malgré un léger rhume, si tes symptômes sont surtout dans ta tête, ce n'est pas un problème. La gueule de bois, une mauvaise journée en général ou toute autre excuse minime, tu as déjà des points d'avance. Ces petites victoires s'accumulent et renforcent ta détermination comme un muscle. Si tu peux le faire régulièrement pendant des années, tu auras probablement assez de discipline pour réaliser tout ce que tu veux dans la vie. Maintenant, ne te méprends pas et n'agis pas malgré ton corps. J'en parlerai plus en détail dans un chapitre ultérieur. Si tu éprouves des symptômes négatifs depuis plusieurs jours, ne sois pas imprudent. Arrête de t'entraîner, détermine ce qui ne va pas assez de repos, trop de stress, une maladie persistante, etc. et recommence quand tu es prêt. Pour éviter l'épuisement, fais une pause d'1 semaine environ tous les 3 mois. Une étude japonaise sur l'entraînement et l'arrêt de celui-ci, dirigée par Riki Ogasawara, a montré que même 3 semaines de repos ne suffisent pas à compromettre
les progrès à la salle de sport. Dans l'étude, un groupe de participants a été contraint de prendre 3 semaines de repos, tandis que l'autre groupe a maintenu son programme d'entraînement régulier 3 fois par semaine. Au début de la 9e semaine, le premier groupe a repris son programme d'entraînement. Lorsque les scientifiques ont mesuré les résultats après 15 semaines, les progrès étaient égaux pour les 2 groupes. En d'autres termes, les pauses stratégiques n'affecteront pas négativement tes résultats et peuvent te permettre de te reposer en t'offrant des bienfaits à la fois psychologiques et physiques. Une pause et le retour subséquent à ton régime régulier permettra de tester ton autodiscipline, ce qui est également un bienfait. Pour les personnes ayant une faible détermination, il est plus difficile de retourner à la salle après une pause, ce qui est un bon moyen de vérifier la stabilité de tes habitudes. Si tu te sens agité au cours de ta semaine de repos et qu'il te tarde de retourner à la salle de sport, tu peux estimer que tu as développé une discipline solide dans la régularité de ton entraînement. Habitude. Maintiens une alimentation saine. Pour la plupart des gens dans le monde actuel, il y a peu de choses plus difficiles que de maintenir un poids sain. Il y a des tentations partout, des panneaux d'affichage publicitaire de restauration rapide de bon marché, tes collations préférées en magasin, des amis qui te demandent d'aller avec eux manger un hamburger ou tout simplement une livraison de pizza en 30 minutes ou moins. Heureusement, les gens ne naissent pas obèses. Sauf pour quelques conditions médicales légitimes, et cela ne s'applique pas dans plus de 99% des cas, donc heureusement, les gens ne naissent pas obèses. Sauf pour quelques conditions médicales légitimes, et cela ne s'applique pas dans plus de 99% des cas, donc tu ne peux probablement pas l'utiliser comme excuse. La seule raison pour laquelle les gens sont obèses est leur manque d'autodiscipline. Contrôler ton poids n'est pas facultatif. C'est obligatoire si tu veux devenir une personne autodisciplinée. Au risque de paraître incorrect, tu as peu de chances de réussir dans d'autres domaines de ta vie si tu ne veux pas faire face à quelques kilos en trop. Comme l'explique le coach de vie Peter Sage dans sa vidéo « 3 Things All Successful People Do », si tu ne prends pas le temps pour la santé, tu devras prendre le temps pour la maladie. Comment peux-tu être discipliné et réussir quand ton corps refuse de te servir? Et remarque que ce n'est pas un si, c'est un quand, si tu ne te soucies pas de ta santé. Et ce ne sont pas les mots venant d'une personne qui a été mince toute sa vie. Moi aussi j'étais en surpoids et assumais l'entière responsabilité de ce que j'étais. J'avais des convictions faussées au sujet de la nutrition et des valeurs personnelles artificielles. Je prenais du plaisir à manger plutôt qu'à me soucier de ma santé. De plus, c'était une décision consciente de ne pas m'éduquer pour changer cela. Maintenant, cela ne signifie pas que je suis un partisan. Cela ne signifie pas que je suis partisan d'un régime radical composé d'aliments fades. Tu peux profiter de tes repas tout en demeurant un être humain sain et dynamique. Quel régime devrais-tu suivre pour des meilleurs résultats? Il n'y a pas de réponse correcte. Dr. David Katz du Prevention Research Center de l'Université de Yale et sa collègue Dr. David Katz du Prevention Research Center de l'Université de Yale et sa collègue de Yale, Stephanie Miller, ont comparé différents régimes populaires tels qu'un régime hypoglucidique, un régime pauvre en matières grasses,
un régime à faible index glycémique, un régime méditerranéen, un régime mixte équilibré DASH, un régime paléolithique, un régime végan et des éléments d'autres régimes. Dr. David Katz du Prevention Research Center de l'Université de Yale et sa collègue de Yale, Stephanie Meller, ont comparé différents régimes populaires tels qu'un régime hypoglucidique, un régime pauvre en matières grasses, un régime à faible index glycémique, un régime méditerranéen, un régime mixte équilibré, DASH, un régime paléolithique, un régime vegan et des éléments d'autres régimes. Étonnamment, ou pas selon ton point de vue, ils n'ont trouvé aucun gagnant. Chaque régime était associé à la promotion de la santé et à la prévention des maladies dans la mesure où il s'agissait d'aliments transformés de manière minimale, proches de la nature, provenant principalement des plantes. Si tu consommes principalement des aliments non transformés et que tu y restes fidèle, ton corps changera. Et quand ces nouvelles habitudes deviendront une matière de vivre pour toi, pas un régime mais un style de vie, tu remarqueras aussi des changements dans d'autres domaines de ta vie. Tu seras plus énergique, ce qui te permettra de passer plus de temps à faire quelque chose d'efficace et qui affecte positivement ton bien-être. Tu auras une plus grande clarté mentale qui t'aidera à apprendre de nouvelles choses et à grandir en tant que personne. De plus, tu développeras une meilleure éthique de travail qui t'encouragera à respecter tes nouvelles résolutions et à atteindre tes objectifs plus facilement. Comment maintenir ton régime malgré les envies incontrôlables? Le plus grand défi dans la modification de tes habitudes alimentaires, c'est de passer de tes vieilles habitudes malsaines aux nouvelles, plus bénéfiques. On ne peut nier que la plupart des gens ne peuvent pas faire face à la sensation de faim, même si cela ne fait que quelques heures depuis leur dernier repas, ou au désir de manger un repas malsain. Alors qu'éliminer définitivement des groupes entiers d'aliments de ta vie n'est pas une approche optimale, manger est un plaisir de la vie et tu ne devrais pas t'en priver en ne mangeant jamais rien qui n'est pas 100% sain, il est nécessaire d'apprendre à gérer les envies afin de développer plus de contrôle sur ton corps. Une personne qui peut dire non à une envie puissante est une personne qui sera plus susceptible de dire non quand elle se sentira tentée d'abandonner ou de paresser plutôt que de travailler sur ses objectifs. Je donne des conseils plus détaillés sur la façon de gérer les envies dans mon livre « Comment développer l'autodiscipline, résiste aux tentations et atteint tes objectifs à long terme ». En attendant, voici 3 conseils rapides qui t'aideront à mieux gérer tes envies. Numéro 1. Distrais-toi. Dans la célèbre expérience de Stanford sur la gratification différée, les enfants ont eu le choix entre une petite récompense immédiate, une guimauve, un biscuit ou un bretzel, ou 2 petites récompenses 15 minutes plus tard. Pendant la période d'attente, le testeur a quitté la pièce, laissant les enfants avec la récompense alléchante à portée de main. Certains enfants ont abandonné et ont immédiatement mangé la récompense. D'autres ont attendu et ont reçu 2 récompenses. Les études de suivi subséquentes ont montré que les enfants qui étaient capables de résister à la tentation se sont révélés avoir plus de succès dans la vie. Selon les scores SAT, l'incidence des problèmes de comportement et l'IMC. Comment les enfants ont-ils fait face à la tentation, surtout en prenant en compte le manque général d'autodiscipline chez les enfants par rapport aux adultes?
Ils se sont distraits. Comme l'avait observé le chercheur principal Walter Mischel, certains se couvraient les yeux avec les mains ou se retournaient pour ne pas voir le plateau. D'autres commençaient à donner des coups de pied dans le bureau ou tiraient sur leur couette, et d'autres caressaient la guimauve comme si c'était un petit animal en peluche. Bien que caresser la barre de chocolat ou mettre des coups de pied dans le bureau chaque fois que tu es tenté de céder ne ressemble pas vraiment à une bonne stratégie, l'idée sous-jacente, qui est l'autodistraction, en est une. Supprimer les tentations visibles est la stratégie la plus simple et la plus efficace. Si tu n'as pas d'aliments interdits à la maison, il sera plus facile de résister à la tentation de grignoter. Cela changera tout d'avoir une barre de chocolat sur ton étagère ou dans un magasin à 15 minutes de chez toi. La même chose s'applique à tous les autres éléments générateurs de tentation dans l'environnement tels que la télévision, publicité, conduire à proximité de tes lieux de restauration rapide préférés, etc. Patienter 15 minutes afin que la tentation faiblisse est généralement suffisant pour diminuer grandement l'envie. Si elle est toujours présente, continue à te distraire. Au lieu d'essayer de ne pas penser à la tentation, essaie de te concentrer sur autre chose, jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Il est utile de développer une habitude par défaut au lieu de manger des aliments gras. Par exemple, chaque fois que tu ressens l'envie d'aller à la pizzeria du coin, prends tes chaussures et va faire un footing. Bientôt, la partie de ton cerveau qui entrave ta motivation oubliera la tentation et se concentrera sur l'autre activité. D'après l'écart d'empathie chaud-froid, il nous est difficile de comprendre un état opposé. Si nous sommes rassasiés, il est difficile de comprendre comment la faim peut prendre le contrôle. Si nous sommes en colère ou tristes, il est difficile de comprendre ce que c'est d'être heureux. Si nous ne sommes pas excités sexuellement, nous ne parvenons pas à prédire le genre de décisions sexuelles risquées que nous pouvons prendre quand on est excité. Dans le cas d'une envie de nourriture grasse, par exemple une tartiflette, il est difficile d'imaginer que la manger ne sera pas délicieux. C'est seulement quand tu cèdes que tu peux éprouver l'émotion que tu n'aurais jamais ressentie lorsque tu étais frénétique. Ensuite, tu as du mal à croire que tu n'aurais pas pu résister à la tentation étant donné que l'expérience s'avère insatisfaisante. Il existe d'autres effets négatifs lorsqu'on cède à une envie. Par exemple, comment un certain aliment peut perturber ton estomac ou à quelle vitesse le goût peut passer de délicieux à dégoûtant. Il est difficile de penser à ces conséquences lorsque tu es dans un état de frénésie. Il est donc important d'être réaliste au sujet de l'état de manque en réfléchissant à tous les résultats possibles. Au lieu d'être, encore une fois, étonné de savoir pourquoi tu as imaginé une nourriture interdite comme étant si délicieuse et découvrir qu'elle n'est pas si bonne pour n'obtenir en récompense que la culpabilité, réfléchis-y avant de prendre la mauvaise décision. La logique ne fonctionne pas toujours pour éviter ces mauvaises décisions. C'est un besoin émotionnel, mais cela peut t'aider. Numéro 2. Ne rends pas les choses trop difficiles. Il est utile d'être autodiscipliné, mais cela ne signifie pas que tu doives rendre les choses difficiles afin de pouvoir améliorer ta volonté. Plus un régime est facile, moins tu seras susceptible de céder à une tentation et d'abandonner. Dans mon cas, m'octroyer un cheat day chaque semaine me convainc que je ne fais que reporter mes envies pendant quelques jours. Je ne me sens pas contraint d'abandonner mes aliments gras préférés pour toujours. C'est juste pour quelques jours. Avec le temps, j'ai cessé d'avoir ces envies.
La facilité, manger tout ce que je veux un jour par semaine, a été un meilleur choix que la difficulté, bannir définitivement ce que j'aime manger. La science convient également que les cheat meals sont importants. La suralimentation lors d'un régime hypocalorique fait augmenter les niveaux de production de leptine de près de 30% pendant 24 heures. Cette augmentation de leptine après un cheat day, qui régule le poids corporel, stimule le métabolisme et peut également améliorer la motivation. Malheureusement, seuls les cheat days riches en protéines, en glucides et en lipides ont une incidence sur les niveaux de leptine. En d'autres termes, si ton seul but à travers le cheat day est d'augmenter tes niveaux de leptine, tu dois dire non à la pizza, les glaces, le chocolat et d'autres aliments gras. Ça ne ressemble pas à un bon cheat day, n'est-ce pas? Cependant, cela ne signifie pas que tu doives contrôler strictement tes cheat days. Les cheat days ont des effets physiologiques et psychologiques. Même si tu ne peux pas obtenir tous les bienfaits physiologiques parce que tu choisis de ne pas avoir une journée à faible teneur en matière grasse, tu peux toujours profiter des bienfaits psychologiques. T'offrir une pause programmée t'empêchera de culpabiliser. Au lieu d'entrer dans le cercle vicieux de post-culpabilité, j'ai déjà foiré, ça n'a pas de sens de se remettre sur les rails, ce qui arrivera sûrement, vu que peu de gens peuvent adhérer à un régime strict avec 100% d'assiduité, incorpore le cheat dans ton alimentation. Il s'agit d'un engagement à long terme, non pas de te priver de tout et espérer que tu résisteras à chaque tentation. Tant que tu maintiens des habitudes alimentaires saines à 80%, voire 90% du temps, tout ira bien. Ta santé et ton autodiscipline s'amélioreront au fur et à mesure que tu observeras un régime alimentaire sain, même en mangeant des aliments gras occasionnellement. Numéro 3. Change tes envies. Les gens succombent aux envies non seulement parce que manger de la pizza, des hamburgers, de la glace ou des frites leur manque, mais aussi parce qu'ils ne développent jamais d'alternative permanente à leurs envies. À moins que tu ne développes une alternative agréable aux aliments gras que tu aimes, tu les regretteras toujours à tel point qu'il sera très difficile de résister aux envies. Sais-tu combien il est facile de maintenir un régime qui te permet de manger tout ce que tu veux? La clé est de trouver des alternatives saines qui satisfassent tes envies, provenant normalement d'aliments malsains. Et soyons honnêtes, tu ne peux pas remplacer le goût parfait et sucré du chocolat fondant sur ta langue avec celui d'un brocoli fade. Cependant, tu peux probablement le faire, dans une certaine mesure assez pour ne pas manquer de chocolat tous les jours, avec toutes sortes de baies. Fraises, framboises, myrtilles, y a-t-il quelqu'un qui ne les aime pas? Le chocolat noir. C'est beaucoup plus sain et en raison de son goût profond, nous parlons de 70% de cacao ici. Il t'en faut beaucoup moins pour satisfaire ton désir de sucre. Des smoothies. Ne pas trop en faire à cause de la forte teneur en fructose. Le miel de haute qualité. Il y a une énorme différence entre le miel peu cher du supermarché et les variétés biologiques artisanales. Expérimente avec différentes saveurs. La caroube. Même si ce n'est pas tout à fait quelque chose que tu peux manger tous les jours comme une alternative saine, c'est mieux que le chocolat ordinaire. Certains types d'aliments malsains peuvent être rendus plus sains en utilisant des ingrédients plus nobles. Par exemple, la pizza peut être faite de blé complet avec de la sauce tomate maison et un fromage de qualité. Tu peux manger du yaourt glacé naturel et mélanger quelques baies au lieu de manger des glaces achetées en magasin. Tu peux faire des frites maison cuites au four plutôt que de les faire frites.
Les épices et les herbes ont aussi beaucoup à voir avec le goût. Il n'existe pas beaucoup de légumes qui ont du goût sans assaisonnement. Cependant, si tu y ajoutes des épices ou des herbes, ils deviennent beaucoup plus savoureux, souvent si savoureux que tu développeras des envies pour ces aliments. Pour te donner quelques exemples, voici des épices et ou des herbes qui changent radicalement le goût de certains aliments sains. 1. Les œufs. Ciboulette, sel et ou poivre noir. Les œufs brouillés seuls peuvent être un peu fades. L'ajout de l'un de ces ingrédients améliore beaucoup le goût. 2. Courgettes. Poivre de Cayenne, basilic, cumin, poudre d'ail, origan ou thym. Beaucoup d'herbes et d'épices accompagnent bien la courgette. Peu de gens apprécient ce légume seul, mais en ajoutant juste une pincée ou deux de ces intensificateurs de saveur peut faire toute la différence, surtout si tu la fais griller. 3. Riz complet. Curcuma, cumin ou sauce soya. La plupart des gens habitués à manger du riz blanc n'apprécient pas vraiment le goût du riz complet. Essaie de l'associer au curcuma ou au cumin ou ajoute de la sauce soya. Tu peux également consulter les mélanges d'épices asiatiques pour le riz. 4. Soupe de légumes. Sel, poivre noir, piment de la Jamaïque, feuilles de laurier et ou livèche de jardin. Aussi ajoute beaucoup d'oignons pour améliorer la saveur. Les soupes de légumes simples et quotidiennes sont parfaites pour ceux qui n'aiment pas cuisiner tous les jours. Tu peux faire une grosse casserole de soupe le lundi et la manger jusqu'au jeudi. Avec le bon mélange d'épices, tu peux certainement développer une envie de soupe, comme je l'ai fait. 5. Pommes de terre. Sel, romarin, paprika, origan, basilic, poivre de Cayenne, aneth et ou persil. Les pommes de terre consommées avec modération et non sous forme de frites ne sont pas aussi malsaines qu'on le croit. La clé, c'est d'éviter de les faire frire, en optant plutôt pour des méthodes plus saines, idéalement cuites à la vapeur. Une fois que tu obtiens ton mélange parfait d'herbes et d'épices, les pommes de terre cuites à la vapeur pourraient devenir plus attrayantes que les frites enrobées d'huile. L'expérimentation peut t'aider à éviter ou au moins réduire considérablement les envies de certains aliments. Une fois que tu auras développé des alternatives permanentes que tu trouveras aussi savoureuses ou plus savoureuses que ce dont tu as envie actuellement, il sera plus facile de maintenir des habitudes alimentaires saines. Ce sera aussi une grande leçon d'autodiscipline créative, contourner une tentation ou l'éliminer complètement plutôt que d'y céder. Mission secondaire. Essaie le jeûne intermittent. Le jeûne intermittent est un mode de consommation avec lequel tu jeûnes périodiquement pendant un nombre d'heures spécifié. La plupart des gens suivent une forme basique de jeûne intermittent chaque jour. Sauf si tu te réveilles la nuit et que tu manges, tu jeûnes pendant au moins 8 heures chaque jour. C'est pourquoi le premier repas de la journée s'appelle en anglais « breakfast », qui signifie « rompre le jeûne ». Les partisans du jeûne intermittent suggèrent de jeûner plus longtemps, habituellement au moins 16 heures par jour. D'autres approches préconisent un jeûne d'une journée complète. Manger ce que tu veux un jour, ne pas manger le lendemain. Un jeûne de 24 heures, disons que tu arrêtes de manger à 18 heures et que tu recommences à manger à 18 heures le lendemain. Et un jeûne de 40 heures, en sautant une journée entière de repas. J'ai déjà parlé du jeûne intermittent dans certains de mes livres précédents. Je ne vais donc pas me répéter ici pour répondre aux questions et aux doutes les plus courants. Le seul avertissement dont je ferai part ici
est que le jeûne intermittent ne convient pas à tout le monde. Si tu souffres de problèmes de santé, parle-en d'abord avec ton médecin. Ceci étant dit, la plupart des personnes en bonne santé ne devraient pas avoir de problème à sauter une journée entière de repas ou juste 1 ou 2 repas. C'est une chose bénéfique pour ta santé et ton autodiscipline. La faim est un sentiment intéressant à gérer. Si tu as l'habitude de manger toutes les 3 ou 4 heures, tu auras faim toutes les 3 ou 4 heures. Peu importe que tu aies ou non ingéré suffisamment de calories pour la journée, ton corps envoie des signaux en fonction de tes habitudes. C'est à ce moment-là que la volonté entre en jeu. Au début, il est désagréable de ressentir la faim et d'y résister. Même si tu es tenté de prendre quelque chose à manger, tu devras dépasser cette sensation et poursuivre ton jeûne. Le but est de t'apprendre à rester discipliné malgré le sentiment d'inconfort. Tout comme avoir une routine d'entraînement régulière est désagréable en premier lieu et que tu es tenté d'obtenir une satisfaction immédiate, passer ta journée devant la télé au lieu d'aller à la salle de sport, le jeûne mettra ta motivation à l'épreuve. Il faut un certain type de discipline et d'endurance pour se passer de nourriture pendant de longues périodes de temps, mais avec suffisamment d'expérience, la faim n'est plus un problème, ou du moins un problème moins puissant que par le passé. Essaie de jeûner 1 ou 2 fois et vois ce que tu ressens. Peut-être que tu peux incorporer cela dans ta routine quotidienne ou hebdomadaire pour changer ta relation avec la nourriture et apprendre à mieux contrôler tes besoins. Si tu aimes manger, mais que tu arrives à te passer de nourriture pendant 40 heures, tu pourras surmonter facilement beaucoup d'autres défis. Habitude. Réveille-toi tôt ou couche-toi à des heures régulières. Si tu te lèves et que tu te couches tous les jours à peu près à la même heure et que tu te sens reposé, tu peux probablement ignorer cette partie. Si tu penses que tu dois travailler sur ton rythme de sommeil, t'exécuter améliorera ta santé et t'aidera à te discipliner davantage. Il y a une mise en garde importante concernant le fait de se lever tôt. Bien que de se lever tôt soit généralement perçu comme une vertu, habitude que tous ceux qui veulent réussir doivent développer, la science n'est pas nécessairement d'accord. En effet, une étude allemande sur les chronotypes montre que les cerveaux des lève-tôt sont différents des cerveaux des noctambules. En d'autres termes, se réveiller tôt n'est pas forcément optimal pour toi si tu es prédisposé à rester éveillé tard. Cependant, n'utilise pas cela comme excuse pour te réveiller tard si tu as du mal à suivre ton rythme de sommeil normal. Pendant longtemps, j'allais me coucher à 3 ou 4 heures du matin et me réveillais à 14 heures. J'aurais pu faire valoir que j'étais un oiseau de nuit, mais je ne me sentais jamais particulièrement reposé. Quand je suis passé d'un extrême à l'autre en me levant à 6 heures du matin, j'ai appris que me lever de bonne heure était un choix plus judicieux, à la fois pour mon énergie et ma productivité générale. Il y a 2 approches générales pour se réveiller tôt. Si ton objectif est de te réveiller à 6 heures du matin, tu peux soit régler ton alarme pour 6 heures du matin ou te réveiller 1 minute ou 2 plus tôt chaque jour jusqu'à ce que tu atteignes ton objectif, généralement après au moins quelques semaines. Je préfère le sevrage brutal. C'est une mise à l'épreuve difficile pour ton autodiscipline, mais il produit des résultats plus rapidement. Même si tu rechutes plusieurs fois, tu peux changer ton horloge interne en 1 semaine ou 2 au lieu de plusieurs semaines. Peu de choses peuvent éprouver ton autodiscipline davantage qu'un réveil qui t'oblige à sortir de ton lit agréable et chaud,
surtout si tu commences la journée avec quelque chose que tu n'apprécies pas particulièrement. C'est pourquoi se lever tôt est un exercice parfait pour construire ta force mentale et apprendre à surmonter tes faiblesses. Si te réveiller tôt est un objectif particulièrement difficile pour toi, comme cela a été le cas et l'est encore parfois pour moi, pense à augmenter les enjeux. Cela peut être aussi simple que de planifier quelque chose pour le matin que tu ne peux absolument pas manquer, ce qui t'empêchera de faire glisser le bouton de rappel d'alarme, ou aussi délibéré que de parier avec un ami. Si tu ne te réveilles pas à 6 heures du matin, tu lui donneras 20 € ou quelque chose de valeur qui te motivera à te lever. Par exemple, j'ai des cours de langue étrangère le matin. Même si je n'ai pas envie de me lever tôt, ce qui arrive parfois, mon corps me réveille juste avant le cours. Il faut beaucoup de volonté pour désapprendre l'habitude de veiller tard et repousser l'heure du réveil plusieurs fois avant de se lever. Une fois que tu auras changé ton rythme de sommeil de façon permanente et que tu auras commencé régulièrement à te réveiller tôt, tu éprouveras un changement puissant dans l'autodiscipline. Tu développeras tes propres outils pour rester fidèle à tes résolutions même lorsque tu seras encore dans le sommeil et que tu seras susceptible de choisir la solution de facilité. Si tu n'es pas un lève-tôt, tu peux prendre l'habitude de t'endormir et de te réveiller à des heures régulières. Mais teste ton hypothèse et passe au moins 1 mois à suivre une routine avec laquelle tu te lèves tôt. Cela exige également une autodiscipline quotidienne qui t'aidera à mieux structurer ta journée et renforcer ton corps. Il devient confus si tu te lèves et te couches à des heures aléatoires. L'excellence physique mène à la maîtrise dans la vie. Récapitulatif. Numéro 1. L'activité physique régulière est une habitude clé, ce qui signifie qu'elle affecte positivement d'autres domaines de ta vie en t'aidant à effectuer plusieurs changements bénéfiques tout en n'en introduisant qu'un seul. Numéro 2. Devenir une personne en forme et en bonne santé est l'une des meilleures choses que tu puisses faire pour développer ton autodiscipline. Il faut de la patience et un engagement envers le processus, qui sont les 2 choses que tu dois développer afin de jouir d'une détermination de haut niveau. Numéro 3. Les exercices peuvent être anaérobiques, haute intensité, courte durée, ou aérobiques, intensité plus faible, durée plus longue. Pour des résultats optimaux, choisis au moins un type d'activité anaérobie et un type aérobie. Numéro 4. Pour surmonter les 5 raisons les plus courantes pour lesquelles les gens abandonnent leur programme d'entraînement, développe une motivation intrinsèque, venant de l'intérieur, sans les récompenses que tu attends. Trouve des activités sportives que tu apprécies. L'autodiscipline ne signifie pas que tu dois être malheureux. Envisage de travailler avec un partenaire. La responsabilisation aide à rester sur la bonne voie. Aie les bonnes attentes et fais en sorte que ta routine reflète tes valeurs personnelles pour que tu prennes le temps de faire de l'exercice. Numéro 5. Chaque fois que tu n'as pas envie de t'entraîner, rappelle-toi que c'est un test pour ton autodiscipline. Si tu résistes à la tentation de paresser, tu seras récompensé par un entraînement satisfaisant, bien que plus exigeant que d'habitude, qui développera ton endurance. Numéro 6. Si tu ne prends pas le temps pour la santé, tu devras prendre le temps pour la maladie. Se débarrasser de l'excès de poids n'est pas facultatif. C'est obligatoire si tu veux devenir autodiscipliné et développer d'autres domaines de ta vie. Numéro 7. Si tu es aux prises avec des envies, apprends à déplacer ton attention sur autre chose que sur ce qui te tente.
Ne garde pas d'aliments interdits à la maison. Chaque fois que tu as une envie, donne-toi quelque chose d'autre à faire pendant 15 minutes, car l'attente diminuera l'intensité. Adopte des habitudes saines qui remplaceront tes routines habituelles chaque fois que tu ressentiras une envie. Par exemple, faire une promenade au lieu de te rendre à la pizzeria. Sois réaliste sur les conséquences négatives potentielles de céder à une envie. Quand tu manges un aliment gras, il ne sera pas aussi bon que tu le pensais quand tu en avais envie. Numéro 8. N'aie pas peur de prévoir des cheat days ou cheat meals afin d'avoir quelque chose qui te réjouisse. Cela ne fera que rendre les régimes plus faciles et t'aidera à atteindre tes objectifs. Pense toujours à la perspective à long terme. Si tu ne peux pas imaginer maintenir tes habitudes alimentaires actuelles pour le reste de ta vie, tu es probablement trop restrictif. Numéro 9. Tu ne seras pas confronté à des envies si tu ne développes pas d'alternatives durables, saines et agréables aux aliments qui te font envie. Ne compte pas seulement sur ton autodiscipline. Deviens créatif et trouve des moyens de satisfaire tes envies sans vraiment y succomber. Numéro 10. Le jeûne intermittent est un bon moyen de tester ta capacité à choisir une gratification différée plutôt qu'une récompense instantanée. Évite de manger de temps en temps pour renouer avec le sentiment de faim désagréable. Numéro 11. Se lever tôt est l'un des tests les plus difficiles pour ton autodiscipline car nous sommes généralement plus susceptibles de céder aux tentations le matin quand nous sommes encore léthargiques. Essaie de te réveiller à différentes horaires pour observer comment ils affectent ton humeur et aussi pour voir si tu peux surmonter tes faiblesses.